remercie encore la FNAP pour son invitation. Il y a un partenariat assez durable et c'est très bien. Je remercie aussi, alors il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs dans la salle, mais c'est un peu grâce à eux qu'on a pu faire ce travail-là. Et puis aussi toutes les collectivités locales bien présentes qui donnent une traduction concrète. Donc c'est tout ça qui nous a permis d'avancer dans ce scénario. Alors, After, c'est un scénario, donc c'est une prospective. La transition, c'est une autre étape, quoi. Une étape dans laquelle nous, on est aussi et sur laquelle on va travailler. Mais là, l'idée, c'est de voir s'il y avait un futur possible, tel qu'on l'imagine, tel que vous l'imaginez. Est-ce que tout ce qui a été dit tout à l'heure, ça pouvait se faire physiquement? Est-ce que c'était faisable d'atteindre tous les objectifs fixés par les feuilles de route gouvernementales, que ce soit le facteur 4, de diminuer par 4 les gaz à effet de serre entre 90 et 2050, que ça soit maintenir la biodiversité, que ça soit restaurer les masses d'eau, que ça soit maintenir la population rurale et agricole, etc. Donc l'idée, c'est de voir si ça, c'était faisable. Je vous donne déjà la réponse, c'est oui. C'est le côté rassurant, là. Après, ce que je voulais dire aussi, c'était que... Donc là, on parle de transition. Donc c'est vrai qu'il y avait le mot agricole, mais tu as rajouté alimentaire. Donc c'est vrai qu'on est vraiment, et ça c'est le point clé sur une tradition agricole et alimentaire. Je rajouterais aussi culinaire, parce que si on ne fait pas des bons plats avec ces produits-là, ça ne marchera pas non plus. Et quelque part, il y a aussi l'usage des terres et énergétique. Donc il faut savoir que le scénario After est couplé avec le scénario Mégawatt, dont la nouvelle version sera présentée mercredi à Paris devant 800 personnes, ils font plus fort qu'ici, à guichet fermé, et qui montre aussi que la transition énergétique est possible, c'est-à-dire de sortir des énergies fossiles et du nucléaire, et que c'est la condition indispensable pour atteindre les objectifs annoncés, notamment le facteur 4. Voilà. Après, en introduction, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi les urgences, c'est-à-dire que cette transition, il va falloir la faire vite. On n'a pas beaucoup de temps par rapport à ce qui se passe. Donc ça, c'est le côté un peu perturbant, entre autres, sur le changement climatique. Après, ce qu'on peut dire, c'est que ça a été discuté, je pense, dans les ateliers. Il existe de nombreux leviers. Des leviers qui sont dans les mains à la fois des politiciens au niveau européen, nationaux, régionaux, mais aussi dans les collectivités locales, dans le privé, et vous, en tant que consommateur, où finalement... Changer l'alimentation, on pourrait presque dire, ça ne tient qu'à vous, quoi. Donc ça pourrait être fait dès ce soir. Vous l'avez déjà certainement en partie faite, mais ça veut dire qu'en fait, les leviers sont là et peuvent être actionnables très rapidement. Et l'alimentation, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même vraiment dans vos mains, quoi. C'est vrai que changer le système énergétique ou de transport, c'est un peu plus compliqué. Changer l'alimentation, il ne tient qu'à vous de manger bio et local. Voilà. Après, comme aussi un élément clé, c'est vraiment d'avoir toujours raisonner une approche très globale, c'est-à-dire de considérer à la fois, donc on a dit agriculture, alimentation, mais aussi l'enjeu de santé, les enjeux environnementaux. Enfin, c'est vraiment nécessaire d'avoir toute cette vision-là. Voilà. Alors la brochure, elle est là. Je peux même vous la montrer en papier. Elle est là, elle est sortie il y a 2 jours. Et la version, pour ceux qui vont s'endormir, ou de toute façon, je n'arriverai pas à tout dire en 20 minutes, la brochure sera en ligne lundi. Voilà. Donc, vous pouvez aussi commander la version papier. Enfin, voilà, j'en ai qu'une, là. Alors, on verra qui la gagnera à la fin, qui posera la meilleure question. Voilà. Donc, j'ai mis qu'est-ce qu'on attend, parce que c'est... Ah oui, je ne parle pas assez bien dans le micro. Qu'est-ce qu'on attend? C'est-à-dire que quand on voit un petit peu les conclusions de cette prospective, on peut se dire pourquoi on n'y va pas plus vite, quoi. Parce que c'est vrai que finalement, les solutions sont faisables, on peut améliorer notre santé, l'environnement, créer de l'emploi, etc. Voilà. Bon, sachant que donc, le scénario, pour le rappeler, c'est un scénario, le scénario de base, il est à 50% de bio en 2050, mais on a fait une version 100%, et on a aussi décliné donc, dans l'année 2016 ce scénario dans les 22 régions françaises, enfin les anciennes 22 régions, on n'a pas fait les nouvelles régions. Voilà un petit peu le cadre. On a aussi, comme vous voyez l'image, là vous l'avez dans la zone de café là-bas, on a traduit aussi le scénario en paysage, parce que quand vous allez prendre ça, il va falloir vous accrocher quand même, hein, parce que c'est beaucoup de tableaux de chiffres, parce que c'est un scénario où tout est chiffré, depuis l'alimentation jusqu'à l'agriculture, jusqu'aux émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, etc. Mais en gros, ça va être quoi notre paysage? Ça va être quoi l'agriculture de 2050, quoi?
Ben là, on a fait faire par des paysagistes une traduction sur 3 territoires, et là, vous en avez un petit extrait sur la couverture. Alors, les objectifs, ben ça, vous les connaissez, mais c'est important de les rappeler. Il y a quand même le côté nourricier, donc c'est vraiment le côté alimentation, mais aussi dans un objectif d'améliorer la santé, parce que si vous regardez le PNNS, par exemple, en fait, il y a un scoring qui est fait sur le PNNS par rapport aux objectifs nutritionnels. Le français moyen est à 7,5, le bio à 8,5 et le score maximum, c'est 13. Donc ça veut dire qu'on est loin encore d'être à l'objectif nutritionnel, ce qui n'est pas forcément un objectif culinaire, voilà, qu'il faut faire converger. Après, sur les défis environnementaux énergétiques, ils sont énormes devant nous. On est loin d'avoir résolu tous ces enjeux-là, que ce soit la qualité des masses d'eau qu'on ne fait que reporter, la biodiversité qu'on ne fait que reporter, ou les gaz à effet de serre, où le gouvernement n'a pas de plan pour atteindre le facteur 4. Après, il y a l'enjeu du maintien de l'emploi, mais je ne vais pas trop l'aborder, mais vous verrez que dans le document, on a travaillé sur l'emploi. Donc, résultat des courses, quand même, le scénario permet de moins perdre d'emploi par rapport à un scénario tendanciel, mais il en perd un peu par rapport au scénario actuel, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc, je ne vais pas trop développer ça, mais comme les gens nous disaient, ouais, c'est bien votre scénario, mais alors, qu'est-ce qu'ont fait les agriculteurs, quoi? Eh bien non, aujourd'hui, c'est bien le scénario tendanciel tel qu'il est aujourd'hui qui détruit l'emploi. Voilà. Et puis les échanges avec le reste du monde, puisque la France exporte beaucoup, mais importe beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire, moi? Voilà. Alors, ça, j'ai passé vite, mais c'est un peu tout ce qui a été débattu aujourd'hui. Ça, c'est plutôt les leviers, c'est un petit peu les conclusions, quoi. Les conclusions, c'est qu'on ne peut rien faire si on ne change pas le régime alimentaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. On ne pourra pas atteindre le facteur 4 si on ne change pas notre régime alimentaire. Ça, voilà. Qui veut dire, ce qui est écrit plus bas, manger plus végétarien, donc réduire les cheptels quasiment de moitié. Voilà. Ça veut dire aussi voir comment on peut relocaliser les productions. Et c'est aussi changer les pratiques agricoles, donc tout ce qui tourne autour de la bio, de l'agroécologie, donc les pratiques, on en a débattu dans certains ateliers. Et puis aussi gérer la biomasse, parce que si on veut sortir des énergies fossiles et pas être rattrapé par les gaz à effet de serre et sortir du nucléaire pour pas être rattrapé par un deuxième Fukushima, eh ben, il faut produire de l'énergie renouvelable, quoi. Et la biomasse en fait partie. Voilà. Donc, les leviers, c'est ne plus raisonner système agricole sur les territoires, mais bien système alimentaire. Travailler avec les acteurs locaux, ben, voilà, vous en êtes un très bon exemple. Les circuits courts. Travailler sur la résilience des systèmes agricoles, parce que ça va être un enjeu majeur. Est-ce qu'on a des systèmes agricoles qui vont être capables d'absorber le choc climatique qui se prépare? Et puis, intégrer les politiques publiques, puisque vous pouvez, suivant à quel niveau vous vous placez, vous pouvez très bien jouer sur l'agriculture, sur les cantines, etc. Donc, il y a moyen d'intégrer toutes ces politiques. Alors, l'enjeu, là, je vais passer très vite, ça, vous le savez, donc on est quand même on est sur la plus mauvaise trajectoire. On est donc sur le scénario de 4 à 6 degrés d'augmentation de température. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est quand même il faut bien avoir en tête que, bon, ce qui était dans l'atelier, j'en ai déjà dit 2 mots, mais les gaz à effet de serre ont une rémanence importante. Ça veut dire que les jeux climatiques des années à venir sont déjà faits. C'est-à-dire que tous ces gaz-là, ils ne disparaissent pas l'année d'après, hein. Ils s'accumulent dans l'atmosphère. Donc ça, c'est vraiment pourquoi il y a urgence, quoi. Alors le petit calcul, ça qu'il faut retenir. Donc un Français émet 9 tonnes de CO2 par an, d'accord, bon, beaucoup plus qu'un Indien, beaucoup plus, beaucoup moins qu'un Américain. Ça fait 25 kg de CO2 par jour. Alors comme vous n'avez pas de rapport, je disais toujours, mais il n'y en a pas beaucoup qui l'avaient. Normalement, sur les billets de train et d'avion, vous avez votre émission votre quota de CO2. Normalement, c'est imprimé sur les billets. Donc Didier, qui venait de Marseille, m'a dit qu'il fallait 5 kg de CO2 pour faire Marseille. Et moi, je sais que pour aller à Milan en avion, il en faut 250. Voilà. Donc ça veut dire que 150, vous avez déjà grillé une bonne partie de... Mais bon, excusez-moi, le facteur 4, ça va vous amener à 6 kg seulement de CO2. D'accord? Vous avez 6 kg de CO2. Alors si on regarde ce qu'émet la production d'un régime conventionnel, alors suivant le périmètre, bon, je ne vais pas trop entrer dans les chiffres, mais en gros, il faut 5 kg de CO2 pour vous nourrir chaque jour. D'accord? Donc par rapport à l'objectif de 6, ça vous fait 85% de votre quota. Vous comprenez bien que si vous ne baissez pas un minimum ça, vous n'aurez plus rien pour vous déplacer, pour vous chauffer, pour faire tout ce que vous avez envie de faire, à part manger, quoi. Donc c'est là qu'on voit que le facteur 4, c'est quelque chose quand même une réduction drastique, mais qui a la portée, puisque Negawatt, qui sera présenté mercredi, montre que c'est faisable.
Et un facteur 4, comme je disais tout à l'heure, en voiture, c'est le facteur 4, c'est une voiture qui consomme 2 fois moins et vous faites 2 fois moins de kilomètres, vous êtes au facteur 4. Si vous êtes 2 dans la voiture au lieu d'être 1, vous êtes au facteur 8. Voilà, donc les leviers, ils sont là. Puis si vous voulez en vélo, alors là, c'est encore mieux. Voilà. Alors, on a calculé les émissions des bio, donc qui sont moindres. Donc en gros, ce qui ressort de tout ça, c'est que l'agriculture, comme le système alimentaire, en fait, on est capable de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Mais pas par 4. Par 4, ça veut dire quasiment plus de vaches. Voilà. Donc nous, on n'est pas dans un scénario végétarien, parce que la vache maintient aussi les prairies permanentes, etc. Et puis on a du mal à se passer du roquefort ou du comté. Donc on maintient des vaches, mais on les réduit fortement. Donc ce qu'il faut voir, c'est quand on parle de régime majoritairement bio, l'effet réduction des gaz à effet de serre, ce n'est pas la bio. C'est le changement de régime qui joue. Par contre, sur d'autres critères comme l'énergie ou les pesticides, c'est bien le fait de passer en bio qui permet de réduire ça, d'où l'approche globale. D'accord ? Donc ce quota, c'est juste pour vous donner quelques chiffres. Ce quota de CO2, quand vous aurez mangé donc 2 bonnes fondues dans la journée, voilà, vous aurez 660 grammes de comté. Mais si vous mangez des lentilles plutôt que des steaks crus, vous avez de la marge de manœuvre. Pour manger 39 kilos de lentilles, voilà. Donc sinon, c'est 73 km de voiture. Donc tous ceux qui font plus de 35 km tout seuls en voiture chaque jour pour aller à leur boulot, eh ben c'est fini. D'accord ? Ils ne peuvent même pas ouvrir leur ordinateur. Voilà. Donc, aucune solution crédible si on ne touche pas à l'alimentation. Parce que ce qui est important aussi de noter, c'est qu'on est capable de décarboner l'économie. C'est-à-dire que le scénario Négawatt montre qu'on est capable de remplacer toutes les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Le problème, c'est que l'agriculture, elle émet beaucoup de gaz à effet de serre, pas à cause du CO2, à cause du méthane et du N2O. Et ça, on ne peut pas le décarboner, quoi. Donc, c'est un peu incompressible, quoi. Et la seule façon de diminuer le méthane, c'est de diminuer les vaches, quoi. Il y a pas on a beau le tourner dans tous les sens. Voilà. Donc il faut toucher à l'alimentation. Voilà. Bon, ces chiffres-là sont confirmés par de nombreuses publications qui ont plutôt tendance à comparer des régimes qui mangent beaucoup de viande avec des régimes qu'on ne mange pas du tout, comme les végétariens ou les végans. Et on retrouve toujours à chaque fois un objectif, en gros, de réduction, où on peut réduire de 50 à 60%. Quoi. Voilà. Donc tout ça est largement confirmé. Alors, sur un autre aspect, sur le volet emploi. Donc là, je vous l'ai juste mis, ça c'est pas moi qui a fait le graphe, c'est en gros les gains de productivité qu'on observe en agriculture qui sont phénoménales, qui se traduisent quand même en général par une augmentation de la consommation d'énergie, une moindre efficacité énergétique, mais des gains en temps et en productivité énormes. Et donc une suppression d'emplois qui est cash, quoi. C'est-à-dire que chaque fois qu'on installe un robot de traite, qu'on agrandit la puissance du tracteur, on supprime de l'emploi. Et juste pour vous dire déjà où on en est, avec seulement 4600 fermes en France, on produit 67% des poulets de chair, 79% des œufs, tous en cage, pratiquement, et 50% des porcs. Donc la concentration, elle est déjà faite, quoi. Voilà, donc ça, c'est aussi un élément important dans les scénarios de comment on va organiser l'emploi dans l'agriculture. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ah, voilà. Bon, ça, je vais passer. Bon, ce tableau-là sur l'emploi dans le scénario, donc on a comparé le scénario after avec le scénario tendanciel et la situation actuelle. Donc vous voyez, on crée 73 000 emplois de plus par rapport au scénario tendanciel, mais on en perd 50 000 en 2030, là, on n'est pas en 2050. Je vous laisse découvrir ça dans le dossier. Alors c'est vrai que là où on perd... After crée beaucoup d'emplois, par exemple, sur les fruits et légumes, et en perd dans certaines filières. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces chiffres, parce que sinon on va s'y perdre, avec le peu de temps qu'on a. Alors sur l'enjeu santé, donc on n'a pas ces coûts externes. C'est pour ça que c'est important de lier l'agriculture à l'alimentation, parce que quand vous liez l'alimentation, vous pouvez lier la santé. Puisqu'un certain nombre de maladies, en particulier les cancers, les maladies cardiovasculaires et le diabète, sont en partie liées à notre façon de nous nourrir, quoi. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est le coût sur la santé. Alors, il y a une base de données qui nous permet d'avoir des coûts précis. C'est dès que vous passez en ALD, donc affection longue durée, la Sécu prend tout en charge, y compris l'ambulance, pour vous amener où vous voulez. Donc, tout ça montre qu'en gros, une personne qui passe en ALD, c'est à peu près 6 à 7 000 euros par an pour la Sécu. Ça ne fait que grimper chaque année de 3 à 4 milliards d'euros. Donc, c'est vrai qu'on peut se demander, si on ne stoppe pas ça, jusqu'où la Sécu sera à même de payer, quoi.
Donc là, on a des estimations de coûts, mais les chercheurs ont toujours du mal à lier directement l'alimentation et les cancers, quoi. Alors, c'est vrai que dans l'étude Bionutrinet, on va avoir des données qui vont se préciser sur le diabète. C'est-à-dire qu'il est clair que le fait d'avoir un régime bio, alors avec les deux facteurs bio et régime, réduit fortement le surpoids, l'obésité et le risque de diabète. Donc ça commence à être prouvé. Sur les cancers, ça reste plus compliqué, mais on peut supposer qu'en réduisant les pesticides, on réduit aussi certains cancers. Alors, vous voyez quand même que, de toute façon, en France, même si la santé, on va dire, est bonne, on n'a pas gagné la bataille, par exemple, de l'obésité. C'est-à-dire qu'on est toujours à un taux d'obésité qui grimpe avec des... Il reste 5 minutes, ouais. Qui grimpe et donc qui constitue un enjeu important. Voilà. Alors, sur l'alimentation, parce que ça, c'était un peu le cœur qu'il faut retenir, plus que comment on va faire la transition agricole. Les nutritionnistes, ils ont travaillé à partir du régime du français moyen. Ils ont dit comment on peut optimiser pour répondre mieux aux objectifs nutritionnels. Et donc, avoir une meilleure santé. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est un peu ce qu'on voit dans le PNNS, mais ça va un peu plus loin. C'est en gros, on retrouve bien plus de fruits et légumes, moins de viande, plus de céréales, en particulier de céréales raffinées, moins de sucre, etc., de graisse. Alors sur les produits laitiers, le problème des nutritionnistes, c'est qu'ils additionnent les fromages et le lait. Mais comme il faut 10 kg de lait pour faire 1 kg de fromage, au final, on est sur une baisse aussi des produits laitiers. Voilà. Donc en fait, on voit très bien qu'on peut avoir une adéquation totale entre atteindre des objectifs environnementaux, comme les réductions des gaz à effet de serre, la réduction des pesticides, et nutritionnels, quoi. Donc c'est ça qui vient. Pour ça, qu'est-ce qu'on attend ? À mesure où tous les voyants sont verts, pourquoi on ne va pas plus vite ? Voilà. Et ça, c'est l'enquête Bionutrinet qui montre aussi que finalement, les consommateurs bio sont les consommateurs de demain. Merci à eux. C'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà anticipé tout ça. Et donc, eux aussi consomment plus de fruits et légumes, plus d'huile végétale, plus de céréales complètes, plus d'amandes et noisettes, etc. Moins de viande. Voilà. Donc, en fait, il y a vraiment un paradigme de la bio qui est extrêmement favorable. Alors, après, on a regardé, et ça, c'est juste pour vous montrer où sont les leviers. Là, on a regardé, donc on a pu calculer à partir de Bionutrinet la surface, par exemple, nécessaire, on l'a fait aussi pour les gaz à effet de serre et l'énergie, nécessaire par an pour un habitant, un consommateur français. Donc là, on arrive à 4 832 mètres carrés pour un consommateur non bio, on va dire. Donc déjà, ce qui est important de voir, c'est que c'est là qu'on voit que le levier est bien dans la viande et le lait. Il faut 85% des surfaces pour se nourrir, c'est des animaux, d'accord ? Pour les gaz à effet de serre, on n'est pas loin peut-être de 90%. Voilà, pour l'énergie, c'est moins, parce que par exemple, il faut beaucoup d'énergie pour produire les fruits et les légumes, donc la part est un peu moins. Donc si vous ne touchez pas à ce gros morceau, vous n'actionnez rien. Et ce qui est incroyable, c'est de voir qu'on parle beaucoup par exemple, des légumes, tout ça, pour nourrir les villes, mais enfin les légumes, c'est 1% des surfaces nécessaires à nous nourrir, quoi. Les céréales, 2%. Voilà. Et en fait, il y a peut-être plus à faire sur le café, thé, cacao. Parce que dans nos chiffres actuels, on voit que ça consomme plus de surface que... Voilà. Et donc, si vous ne touchez pas, au lait et à la viande, vous n'avez aucun levier, quoi. Voilà. Alors, et je vais faire 3 diapos et je vais arrêter. Après, pourquoi il y a urgence ? C'est que les rendements agricoles stagnent depuis les années 90. D'accord ? Pour différentes raisons. Je ne vais pas détailler. On l'a dit tout à l'heure, on perd des terres agricoles. Ça ne va pas s'arrêter non plus. Donc, il va y avoir tous les projets qui sont toujours dans les tuyaux, depuis les aéroports jusqu'aux autoroutes. Voilà. Qui fait que, comme l'INSEE l'a montré il y a quelques jours, on fait encore 800 000 bébés par an en France, tant mieux. La population française gagne en moyenne 250 à 300 000 habitants par an et continuera de gagner la population jusqu'en 2050. Donc vous avez une population qui croît, des surfaces agricoles qui baissent et des rendements qui stagnent. Conclusion, la production agricole par habitant baisse. Et c'est ce qu'on voit sur ce plateau où, en gros, ça baisse. Avec 2003, les sécheresses qui préfigurent ce qui peut se passer demain, qui font que la production agricole chute de 25%, ce qui est énorme. Voilà. Alors, le pire est quand même devant nous. Donc, si on ne sort pas des rails qui sont le pire scénario, là, le RP 8.5, là, je ne vais pas entrer dedans, qui nous amène à plutôt 4 à 6 degrés, là, donc ce scénario-là, voilà ce qui va donner
Donc vous retrouvez 2003. Alors ça, c'est les épisodes de forte chaleur. Donc le petit rond vert, là, qui est petit, qui est gros par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est quasiment la plus grosse vague de chaleur mesurée par Météo France 2003, c'est-à-dire en termes de température et de durée, à peu près 18 jours à 30 degrés. C'était la plus grosse presque, historiquement. Mais ce qui nous attend devant, c'est autre chose. C'est pas 18 jours, c'est 3 mois. 3 mois, non pas à 30 degrés, mais à 33, 34, 35. Voilà. Donc là, on n'a aucune idée de comment la production agricole va résister à ça. Donc si on ne change pas la direction, si les pouvoirs publics ne font pas un schéma massif de réduction des gaz à effet de serre maintenant, parce qu'après 2050, c'est fini. Puisque les gaz, ils ont une durée de vie tellement longue que si on ne l'a pas fait avant, c'est-à-dire maintenant, c'est ça qu'on va avoir. Et ça, personne ne maîtrise les conséquences que ça pourra avoir. Voilà. Alors, bon, ça, je vais passer assez vite. Vous le verrez dans le... Bon, on a aussi d'autres leviers. Bon, les autres leviers, c'est qu'on surconsomme. C'est-à-dire qu'on peut changer de régime, mais déjà, on consomme trop de calories, trop de protéines, etc. Donc, on peut vraiment... Ouais, merci pour le micro. On peut déjà éviter toutes les surconsommations. On peut aussi limiter les pertes. Donc ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Il n'y a aucun politique qui sera contre. Et ça, on sait qu'on a aussi des leviers qui sont loin d'être négligeables. Donc tout ça, on l'a intégré dans le scénario. Voilà. Et donc le scénario intègre ces aspects-là. Et puis surtout, donc, comme j'ai dit, permet de switcher les protéines animales vers des protéines végétales. Donc vous avez ici ce que vous retrouvez dans la brochure. Les viandes, par exemple, c'est moins 55%. Les produits laitiers, moins 59%. Les œufs, moins 50%. Alors après... Le cas du poisson, je fais une petite parenthèse, on baisse le poisson parce qu'on n'a plus la ressource, quoi, tout simplement. La France importe 2/3 de la pêche, de ses poissons et coquillards, enfin poissons. Donc, si on répartit cette ressource halieutique sur la population mondiale qui est en forte croissance avec des stocks en baisse, eh ben, si on veut s'en sortir, on est obligé de baisser fortement la consommation de poissons, alors que dans les recommandations nutritionnelles, tous les nutritionnistes proposent plutôt de l'augmenter. Donc là, on a un vrai problème qui a émergé dans ce travail-là avec les nutritionnistes, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Voilà. Bon, l'agroécologie, je rappelle que le FOL l'a défini dans la loi, et c'est très clair quand même, l'agroécologie, c'est quand même de se traduire par une réduction des intrants. Donc toute pratique qui ne réduit pas, alors il n'a pas dit de combien, c'est vrai que si on réduit de 1%, est-ce qu'on fait de l'agroécologie ? Là, on est quand même, dans l'after, on est quand même sur des facteurs 2 à 3. Hein. On divise par 3 les pesticides, par 2 l'énergie, par 3 les engrais chimiques. Voilà, donc des points importants. Et puis, il y a bien aussi dans l'agroécologie l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Les deux seront nécessaires. Voilà, bon, l'agroécologie, je ne vais pas vous en parler, vous pourrez aller voir la plateforme qui s'appelle Oser l'agroécologie. Vous y verrez les agriculteurs, en particulier bio, qui ont fait déjà la transition agroécologique. Donc le mieux, c'est d'aller voir ce qu'ils font eux, parce que je pense que c'est ceux qui sont le mieux à même d'en parler. Donc qui mettent en place. Donc tout ça est améliorable. Même en bio, on peut améliorer les choses. On peut faire des cultures associées, des couverts, des rotations longues, etc., etc. Bon, les résultats, je vous les ai donnés. Et puis qu'est-ce que j'arrive ? Ah oui, voilà, les 2 petits diapos finales pour rigoler. Alors, merde, je vais y arriver. Voilà. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut demain ? Alors, c'est vrai que je pense, si vous allez au salon de l'agriculture, alors, si vous allez à la partie parisien, vous n'y verrez pas ça. Je pense que si vous allez à Villepinte, au salon Machine, vous allez, pour la première fois, trouver ça, ce qu'avait imaginé Ford en 1974, des tracteurs sans chauffeur. Je pense que là, on va avoir des engins sans chauffeur en agricole. Vous allez en voir beaucoup, de plus en plus, ils sont là. Donc, Ford l'avait imaginé. Il était très fort, ce Ford. Est-ce qu'on a une pointeuse là-dessus ? Si. Bon, bref. Alors, c'est vrai que côté ordinateur, on fait mieux. Hein, vous allez voir la diapo de droite. On fait mieux. Après, bon, je ne sais pas si c'est une tour maraîchère ou quoi, mais on peut intensifier aussi la production par mètre carré. Ça va coûter cher, mais voilà. Bon, l'agroforesterie, par contre, ça, il n'avait pas trop vu. Et puis, vous avez quand même en haut à droite, en haut à gauche, vous voyez un petit truc rouge qui pointe son nez. On peut penser que c'est un drone. Et que Ford, en 1974, il avait déjà imaginé le drone. Voilà, donc il y a ce type d'agriculture qui est en train de se pointer, qui est là, présente, tout le monde la pousse. Alors, ah si, je vais dire ça, mais ceux qui connaissent, je ne vais pas leur... ils se taisent. J'ai qu'une brochure, celui qui me trouve
sur quel support, mais alors ceux qui connaissent, parce que là, quand j'ai vu la conférence, sur quel support a été fait ce truc de Ford, ils gagnent la brochure. On peut même leur dédicacer. Quoi? Sur? Non, sur du fer blanc, non. Ouais, mais toi, qui c'est qui a dit ça? Ouais, mais toi, tu le savais. Donc, t'as pas gagné. Michel, tu sors. Ford était malin, il visait les femmes d'agriculteurs. Hein, parce que c'était le choix entre la cuisine ou le tracteur. Il s'est dit, voilà. Donc, c'était un torchon que j'ai, en ma possession. Voilà. Alors, après, si vous regardez la vision 2050 actuelle, alors forcément, maintenant, avec votre iPhone, vous pouvez faire beaucoup plus de choses, vous n'avez pas besoin de tout ce gros machin d'ordinateur, mais vous voyez quand même que vous commandez bien les drones, les vaches, les tracteurs, tout, quoi. Donc, voilà. Donc, la question, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on veut. Alors, je pense qu'il y aura peut-être un mix des deux, mais il va falloir quand même choisir des choses. Voilà, et bon, nous, c'est vrai que la vision qu'on en a eue, qu'on a traduit le scénario, on est plutôt sur ce genre de choses, voilà, avec beaucoup de paysans et beaucoup de gens dans les campagnes. Et ce qu'on a peur, c'est que si on n'a plus de gens dans les campagnes, je ne vois pas comment la campagne restera attractive. Voilà, merci. Ça va.